André, tu es mieux placé que moi pour en parler au départ. Et il est né en Égypte, dans une famille de juifs égyptiens. Dans une famille d'un père dont les origines remontaient probablement au XVIe siècle, ça veut dire directement venant d'Espagne. Je le sais parce qu'on était on était parents, même par les arrière-grands-pères. Et la famille Israël est venue en Égypte à partir du XVIe siècle, était bien enracinée dans le pays. Son père était très pratiquant et sa mère était une femme de très grande ouverture, qui parlait français, contrairement au père qui lui ne parlait pratiquement que l'arabe. La mère parlait français et aimait lire dans cette langue, et elle a certainement donné à Jacques le goût du français, le goût de la culture, de la littérature, et elle a certainement été dans le choix de la scolarité de Jacques, de l'école qui avait été choisie par les parents de Jacques. Le père de Jacques lui a donné le côté traditionnel, la connaissance de la Bible, la connaissance des textes hébraïques, la connaissance de l'hébreu, Du rituel bien spécifique égyptien, et Jacques était à la convergence de ces deux aspects. Moi j'ai envie de prendre les choses par un autre bout. Mais je voudrais en fait partir d'un autre bout en vous disant un peu comment je suis arrivé et pourquoi je suis arrivé à écrire quelque chose comme Les Contrebandiers de la mémoire ou d'autres livres. Parce que pour moi, la chose ne s'est pas du tout passée comme ça. Je suis né dans un milieu, dans une ville très étrange. C'est quand même une ville qui a été fondée par un étranger. C'est un peu comme Seattle ou New York. Voilà un Grec, un Macédonien, qui s'amène en terre d'Égypte, qui fonde une ville, et puis il fait venir quoi? Il fait venir des Grecs, et il les appelle citoyens. Les Égyptiens n'avaient pas droit à la citoyenneté, pas du tout. C'était repoussé. Et puis dans cette ville, il y avait un bon quart de la ville, certains disent même un tiers de la ville, le long de la voie canopique, qui était peuplée par des Judéens. Eux avaient un statut très particulier. Ils étaient réputés d'origine civique. Ce n'étaient pas des Égyptiens, ils n'avaient pas le statut des Égyptiens, c'est-à-dire non existants, et ils n'étaient pas citoyens. Et moi j'ai fait partie de cette petite minorité où, en fin de compte, je ne m'étais jamais... Autochtone. Ouais. Je ne m'étais jamais posé la question de ce que c'est qu'un juif, s'il avait une mission particulière sur Terre. Je vous avoue que j'ai été élevé dans un milieu où à 3 ans, on m'a emmené chez le rabbin, puis j'ai appris l'hébreu. Et je le comprenais à 5 ans, je le lisais à 6 ans, et ça a continué comme ça. Et puis je parlais arabe, et puis je ne me vois pas parler français. Un trou, un blanc, et puis j'arrive en classe, en 10e, dans un lycée de la mission laïque française, un peu plus compliqué que ça d'ailleurs, et je me mets à parler français. Je savais parler français à 6 ans, mais je ne me vois pas. En d'autres termes, la langue n'est pas une affaire de regard. Je vous raconte ma vie, c'est pas pour le plaisir. La langue n'est jamais une affaire de regard. On ne se voit pas parler sa langue. Je m'entends et je me vois parler arabe, je m'entends et je me vois lire l'hébreu que je continue à lire, mais je ne m'entends pas parler français. D'où je conclus que le français qui m'a été transmis est ma langue maternelle. À mon avis, la jeunesse juive de cette époque-là a été très fortement marquée par le mouvement national égyptien. C'est peut-être un hasard, c'est un hasard sûrement, que Jacques est né en 1936, qui est l'année au cours de laquelle l'Égypte a signé un accord avec l'Angleterre, qu'on appelle les accords de Montreux,
par lequel les Anglais reconnaissaient formellement l'indépendance de l'Égypte et s'engageaient à liquider toutes les séquelles de l'occupation anglaise après la fin de la guerre prochaine qu'on attendait. Ils ont fixé un délai de 12 ans qui finissait en 1948. Donc Jacques est né juste à ce moment-là. L'Égypte avait un problème central qui était rien ne pourra se développer en Égypte tant que les Anglais seront là, et un jour ou l'autre, il faudra bien s'en débarrasser et les prier poliment ou pas poliment de s'en aller, de rentrer chez eux. Jacques est né juste à ce moment-là. Et je suis sûr que durant toute son éducation, il a été imbibé, comme nous tous d'ailleurs, par cette atmosphère de lutte nationale qui existait en Égypte. La prime jeunesse de Jacques, comme la prime de jeunesse de toute une partie de cette population, a été très motivée par la lutte anti-anglaise, par la demande d'indépendance, parce qu'après la guerre, les Anglais n'ont pas quitté immédiatement, comme il était prévu. Il a fallu... après la guerre de 1945. Il a fallu donc lutter pour l'évacuation de l'Égypte par les Anglais. D'autre part, pendant la guerre de 1939-45, il y a eu quand même les idées de gauche qui se sont diffusées dans la jeunesse juive d'Égypte, et on était plus ou moins tous communistes et nationalistes en même temps, et je suis certain que Jacques a baigné dans cette atmosphère, d'autant plus qu'il était dans un lycée très ouvert, où il n'y avait aucune contrainte, où il y avait toutes les semaines des discussions, où nous avions des professeurs remarquables. Oui. C'était un lycée très particulier. Jusqu'aux années 1920, les Juifs d'Alexandrie qui faisaient leurs études en français faisaient leurs études soit dans les écoles religieuses chrétiennes, soit dans les écoles de la communauté juive. Et il se passe à ce moment-là un incident dans une école chrétienne où un père malmène ou traite ou manifeste son antisémitisme. Et à ce moment-là, il y a eu aussi des cas de conversion. Il y a des cas de conversion, et une partie donc, des notables juifs décide de créer un lycée pour leurs enfants qui soient en même temps laïques et en même temps juifs. Et ça s'appelle lycée de l'Union juive pour l'enseignement, lycée laïque. Et dans ce lycée-là, on enseigne le français, on enseigne l'hébreu comme langue, on enseigne l'histoire juive, qui s'appelle l'histoire juive, mais non pas en tant qu'histoire de la Bible, non pas en tant que fait religieux, mais fait historique. On crée un journal mural et nous avons des activités extrascolaires tous les vendredis avec des clubs, des discussions. Et là-dessus, nous avons des discussions des discussions politiques sur le marxisme, sur la psychanalyse, sur sa psychologie. Et Jacques a toujours parlé de ce lycée, il a toujours dit que ce lycée lui a donné cette ouverture tolérante. Oui, c'est ça. Au fond, oui, moi, en vous écoutant parler de ce lycée, j'avais l'impression que vous me parliez de Jacques Assou. Voilà, c'est tout à fait son esprit. Oui, c'est tout à fait. Tous les vendredis, il y avait des activités extrascolaires et dans ces activités, on discutait de politique et il était de bon temps de faire partie d'un mouvement. Et bon, Jacques était jeune à ce moment-là, mais bon... Moi, je suis d'une génération tout de même plus avancée, puisque j'avais à peu près 10 ans de plus que Jacques, 13 ans même de plus que Jacques. Notre génération a été la première qui s'est occupée de politique en Égypte. C'est très curieux, parce que jusqu'à nos parents, par exemple, ne s'occupaient jamais de politique. Et il était très courant de dire dans la communauté juive, la politique, c'est l'affaire des non-juifs. N'est-ce pas? C'est pas notre problème. Qui disait ça? Nos parents. Vos parents? Nos parents, nos grands-parents, c'était une tradition, mettons, millénaire, qui remontait à très très loin, et qui disait, chez les juifs, on ne s'occupe pas de politique. Nous ne faisons pas de politique, nous n'avons pas de politique. Pourquoi? Parce que c'est l'affaire du gouvernement. Et le gouvernement a toujours raison. Et on nous a dit, on nous a bien enseigné dans la Bible, remercie le ciel et remercie toujours, on adresse un merci particulier au roi du pays dans lequel tu vis.
Donc, nous sommes minoritaires, nous sommes peu nombreux, nous avons nos propres problèmes, nous nous occupons de nos problèmes, et les problèmes politiques nationaux, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Or, notre génération a été la première qui a commencé à baigner dans l'activité politique purement égyptienne. Donc c'était la première fois que l'on voyait, c'est remarquable. Hein. Oui, c'est tout à fait remarquable. Je suis d'accord et pas tout à fait d'accord en même temps. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, en 1918-19, il y avait toute une série une classe de personnes, une série de personnes, telles que Maître Félix Benzaken, Nathan et d'autres, qui ont milité dans des partis égyptiens. C'est pour ça que j'ai dit. Mais c'est pour ça que j'ai dit que ma génération était précédée celle de Jacques. Mais tu vois, donc c'est à peu près cela. À partir de 1918, la guerre de 14-18, tu vois, où on voit une partie de la jeunesse égyptienne qui participe activement au mouvement national égyptien, qui fait partie du WAFT. Du WAFT, absolument. Il ne pouvait pas faire partie d'un autre mouvement. Voilà. Il n'y en avait pas d'autre. Il n'y en avait pas d'autre. Mais qui a participé au mouvement qui était celui qui était le plus représentatif de la lutte nationale des Égyptiens. N'est-ce pas? Et pour parler de notre jeunesse, alors là nous rejoignons Jacques, toi, etc., c'est-à-dire une génération plus avancée, c'était encore plus caractérisé, si tu veux, dès notre jeunesse, dès l'école, ou pour moi dès l'université, nous avons commencé à participer à l'activité égyptienne, n'est-ce pas? En commun avec nos camarades égyptiens de l'école. On se considérait comme leurs égaux. Et pour nos parents, c'était quelque chose tout de même de presque d'aberrant. C'est-à-dire, il dit, comment tu violes une vieille tradition? Ce n'est pas à nous, ce n'est pas notre problème. La politique égyptienne, qu'on soit pro-wafdiste, anti-wafdiste, etc., c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Et si les Anglais sont là, ils nous protègent aussi. Parce qu'il y avait aussi cet élément. N'est-ce pas? Donc, oui. Donc, ne vous mêlez pas de ce qui est contraire aux intérêts de la communauté. C'était comme ça que c'était vu. Et nous, notre génération a bien dit non, nous participons au mouvement national égyptien sur un pied d'égalité avec nos camarades égyptiens à l'école, à l'université, dans les lieux de travail, etc. Donc, Jacques a baigné dans cette atmosphère. Et je pense que ça l'a marqué pour tout le restant de sa vie. Pas? Donc, il a participé au mouvement national égyptien et tout naturellement, il s'est retrouvé embringué là-dedans et embrigadé pratiquement là-dedans dès la fin au courant de ses études, avant d'arriver pratiquement au moment où il arrivait au bac, il était déjà là-dedans. Jacques était dans le DROR. Moi j'étais dans les mouvements communistes égyptiens à partir de l'âge de 16-17 ans, je suis un peu l'aîné de Jacques. Jacques était d'abord dans le DROR, le DROR, qui était un mouvement sioniste de gauche, sioniste communiste, s'autodissout en 1952. Et Jacques, à ce moment-là, ne sait plus quoi faire, se pose des questions et rencontre certaines personnes. Voilà. Qui petit à petit le marxise, si tu veux. Il était déjà marxisé, parce que le DROR avait des grandes réunions de discussion sur le marxisme. Et il rejoint le mouvement démocratique de libération nationale, qui était le Parti communiste de l'époque, mais non pas dans le sens européen du terme, mais dans le sens égyptien du terme, c'est-à-dire axé principalement comme premier but sur le mouvement de libération nationale et sur la lutte pour bouter les Anglais hors d'Égypte. C'était la revendication principale. Bon. Donc on retrouve Jacques arrêté pour ses activités à l'âge de 16 ans à peine, n'est-ce pas? À l'âge de 16 ans, en culotte courte, arrêté et menacé de poursuites pénales allant aux assises. C'était bon. Je pense que là, il faudrait tout de même dire un mot sur la nationalité française de Jacques. Non? Puisque la famille de Jacques, tout en étant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, profondément enracinée en Égypte, n'est-ce pas, de très vieilles souches égyptiennes, mais ils avaient un passeport français. Alors peut-être tu pourrais expliquer un peu ce mystère.
Non, je crois que tu peux l'expliquer mieux que moi parce que moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir un passeport français. Moi, j'étais apatride jusqu'au bout et j'ai quitté l'Égypte en étant apatride avec un titre de voyage valable de 10 jours seulement et donc j'ai pas eu cette chance. Mais toute une série de juifs se mettaient sous la protection des consulats étrangers de façon à pouvoir avoir des passeports, je crois que c'est ça, et pouvoir être sous la protection d'un pays quelconque et pouvoir... Donc c'est un peu plus que cela, puisque c'était en fait un héritage de ce qu'on appelait, rappelle-moi, les capitulations. Les capitulations héritées de l'Empire ottoman. Oui. Puisque depuis François Ier, donc vous voyez ça remonte à très très loin, il avait signé un accord avec Soliman le Magnifique, par lequel le sultan acceptait généreusement de donner ce qu'on appelait des capitulations, c'est-à-dire des droits, pour les étrangers qui avaient une activité dans l'Empire ottoman et qui avaient ainsi le droit de se faire juger par leur propre consul, d'échapper aux lois communes des Ottomans. Voilà. Alors, protection consulaire, code spécial, ne pas être jugé suivant les lois communes, ne pas pouvoir être arrêté, commercer librement, etc. etc. Et en Égypte, au moment de l'occupation anglaise, les privilèges accordés aux étrangers, qu'on appelait les capitulations, se sont perpétués et les Anglais les ont conservés, ce qui fait que les puissances européennes, pour justifier leur intervention permanente dans les affaires ottomanes, distribuaient leurs passeports aux minoritaires de ces pays, ces différents pays, c'est-à-dire les pays de l'Empire ottoman, de manière à pouvoir dire « nous avons nos nationaux à protéger et nous voulons intervenir pour savoir s'ils sont bien traités, ils sont maltraités, s'ils ont tel privilège ou pas tel autre, etc. » Donc ce sont les Français, les Anglais, les Autrichiens, etc., qui distribuaient leurs passeports aux minoritaires, c'est-à-dire aux Juifs, quelquefois aux Coptes, parfois aux chrétiens protestants, par exemple au Liban, de manière à pouvoir justifier plus tard leur intervention dans les affaires ottomanes en disant « nous protégeons nos nationaux ». Alors, mes grands-parents, par exemple, avaient été à un moment donné anglais. Les parents de Jacques ont préféré être français. Parce que le consul de France, probablement, avait trouvé quelque chose à faire dans ce milieu-là, et tandis que les Anglais, mes grands-parents vivaient à Damas et essayaient de s'implanter plutôt de ce côté-là. Alors, voilà donc l'origine de la nationalité française. Cela n'a rien d'insultant, c'était extrêmement courant. Et bon, mon Dieu, la famille Hassoun s'est trouvée avec un beau passeport français et une nationalité française absolument régulière, reconnue par le consulat et sans aucun problème. Donc Jacques, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, arrêté pour activité dite communiste sioniste, voilà, bien qu'en culotte courte, se retrouve, ayant un passeport français, un peu en porte-à-faux par rapport aux autres. Alors, son avocat a vite fait de se prévaloir de ce privilège, qui n'existait d'ailleurs plus, puisque ces privilèges avaient été abolis en 1948, donc à peine quelques années avant. Mais les Égyptiens, sentant tout de même leur faiblesse d'aller persécuter un petit jeune homme de 15-16 ans, à peine sorti de l'école, et de dire qu'il constituait une menace pour la présence des Anglais, de l'armée anglaise en Égypte, ils sentaient bien le ridicule de la position. Ils ont appelé leur avocat et lui ont dit si vous pensez que M. Hassoun peut se faire rapatrier en France, nous on se... Non, c'est pas ça. Bon, alors, c'est pas d'accord. C'est pas d'accord. Tu as vécu cela, moi c'est pas lui. J'ai vécu ça, donc nous avons été arrêtés, nous étions 8 en totalité dans le procès, mais enfin nous avons eu, Jacques et moi, un long parcours similaire. Donc nous avons été arrêtés à Alexandrie, je pense dans la même journée ou une journée d'intervalle. On est resté au cachot pendant 24 heures. Ensuite, on a été transféré à la prison militaire du Caire. Militaire hein? Militaire du Caire, oui. Et là, nous avons été isolés pendant 1 mois dans des cellules qui n'avaient pas de fenêtre, qui avaient un éclairage
électrique 24 heures sur 24, avec sans aucune possibilité de se rencontrer. On savait que les autres étaient là, on se doutait qu'ils étaient là, mais on ne les voyait pas. Et un beau jour, sans savoir pourquoi, on nous sort de nos cachots un matin, on nous annonce que nous allons aller à la prison militaire d'Alexandrie. Et c'est à ce moment-là que j'ai beaucoup plus de contact avec Jacques. On voyage ensemble, on est dans le même, enfin, on est enchaînés ensemble, on est enchaînés. Et nous arrivons à la prison militaire d'Alexandrie, qui était une prison beaucoup plus souple. Et nous comprenons le pourquoi, parce que nous allons être jugés par un haut tribunal militaire, en arabe, haut tribunal militaire. Et Jacques est condamné. Et nous avons un même avocat qui est Maître Félix Benzaken. Ah, il a été condamné. Il a été condamné à 1 an, Jacques a été condamné. Bah. Et par la suite, on s'aperçoit que Jacques est mineur. Ah bon? Après Ils se avoir sont été aperçus condamné, après. on s'aperçoit qu'il y a un recours, et bon, les autorités ne savent plus quoi faire, et voilà. Et donc Jacques, je revois Jacques à la prison à Alexandrie, c'est le moment où on s'est le plus vu. Parce que comme je l'ai dit, au Caire, on n'avait aucun moyen de communication, on ne se voyait pas, on était dans le noir presque absolu, avec une lumière électrique. Mais je vois Jacques, un petit gamin, j'avais 5 ans de plus que lui, un petit gamin de 16 ans, assez gros, Oui. assez fort, très joufflu, un bébé, un bambin, parcourant sa cellule en disant j'en ai marre, je veux de la lecture. Et il était très jeune. Mais le consul de France ne s'occupait pas de lui? Je ne pense pas, pas à ma connaissance. C'est curieux. Pas à ma connaissance. C'était une situation très particulière en Égypte à cette époque-là. Parce qu'en 1952, il y a eu la révolution. La révolution avait déjà eu lieu quand il a été... 1952, absolument. Ah On bon? était arrêté en 1953. Oui. Et en 1953, pendant notre procès, il y a eu une sorte de simili-coup d'État de Nasser contre Neguib, qui était la haute autorité. Et Neguib a gardé son poste pendant 2 ou 3 mois de plus. Et un des derniers actes qu'a fait Neguib, ça a été la signature de l'acte de notre procès, le jugement du procès. Ah bon? Et le lendemain, il tombait. Et donc, nous sommes condamnés ou acquittés suivant les personnes. Et nous allons à la prison des étrangers, à plusieurs. Et on se retrouve un beau matin à la porte. On nous dit, bon, voilà, vous quittez. Ah bon? Ouais. Ah, vous quittez le pays? Non, vous quittez, ça y est, vous êtes libéré. Parce qu'une fois acquitté, ça ne voulait pas dire qu'elle allait être libérée. Elle a quand même été à la prison des étrangers, et on ne savait pas si on allait être maintenu en prison, ou bien si on allait être... Ça, c'était déjà Nasser. C'était déjà Nasser. Mais Jacques, lui, avait un passeport français. Jacques avait un passeport français, donc Jacques part, il va faire ses études. Il n'a pas eu de problème. Voilà, il va faire ses études à Montpellier. Et je retrouve Jacques, je le perds pendant quelques temps, pendant 2-3 ans, et je le retrouve à Paris, où à chacun de ces passages, il passait nous voir, et on se retrouvait une petite bande d'amis, se remémorant ce passé, ou bien évoquant des souvenirs qui n'étaient pas très vieux, puisque ça datait à peine de 2-3 ans. Il a tout de même fait 1 année de prison, en fait. Vous avez fait ensemble 1 année de prison. 6 mois. 6 mois de prison.